Bonsoir chers amis auditeurs, c'est toujours un bonheur de vous retrouver un mois après l'émission précédente. Alors nous allons parcourir ces 3 heures d'émission en deux étapes, en 2 escales, comme toujours, avec une petite pause. Et pour cette première partie de l'émission, j'ai le plaisir et l'honneur et l'avantage de recevoir un jeune auteur et qui est en même temps un réalisateur de films. Mais là, nous le recevons essentiellement pour un livre qui vient de sortir et qui nous interpelle particulièrement. Enfin, en tout cas moi, et je suis sûr que vous, chers auditeurs et lecteurs, vous serez intéressés. C'est un petit livre intitulé Éloge des phénomènes, et le personnage que je vous présente ce soir, c'est Bruno Deniel-Laurent. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Merci de m'inviter. Voilà. Alors vous êtes jeune, vous êtes auteur, vous êtes réalisateur, c'est-à-dire que vous faites des films, vous faites des livres, et ce livre vient de sortir au début de l'année. Précisément, il est sorti le 21 mars 2014. Voilà. Donc c'est une date symbolique pour le sujet que j'ai traité. Voilà, parce que Éloge des phénomènes, il y a un sous-titre qui est plus explicite. C'est trisomie : un eugénisme d'État. Et le 21 mars, c'est la journée internationale de la trisomie. Voilà, c'est ça. 21 mars, ça veut dire 21-3. C'est ça, voilà, c'est un petit moyen mnémotechnique. Pour se souvenir. Effectivement, la journée mondiale de la trisomie a eu lieu pour la première fois, je crois, le 21 mars 2012. C'est en décembre 2011 que l'Assemblée générale des Nations Unies a institué cette date. Et il est vrai que chaque année, il y a des événements un peu plus importants. Et cette année, l'association des Amis de l'Île au Nord, je crois que la fondation Jérôme Lejeune en faisait aussi partie, oui, a organisé un colloque au Conseil économique et social et environnemental parrainé par Jean-Paul Delevoye. Donc c'était auquel vous avez participé d'ailleurs. Voilà, voilà. J'ai eu la chance d'être invité, voilà. Alors, nous avons été à la Fondation extrêmement attentifs à ce livre, parce que des livres sur la trisomie 21, il en sort de temps en temps. Ce sont souvent d'ailleurs des témoignages de parents qui écrivent ce qu'ils ont vécu avec leur enfant. C'est souvent touchant. C'est plus ou moins touchant en fonction du talent des parents, parce qu'on peut être à la fois parent sensible à l'expérience qu'on a vécue, aimer beaucoup son enfant et vouloir en parler, et puis ne pas être forcément capable de faire un bon livre, parce que faire un livre c'est aussi autre chose, c'est un métier, c'est un talent, c'est une compétence. Alors vous n'êtes pas parent d'enfants trisomiques 21. Ah non, pas du tout, je n'ai pas d'enfants, je n'ai pas de frères trisomiques. Voilà, et pourtant vous vous intéressez au sujet, et vous traitez ce sujet, qui est un sujet difficile, avec énormément de talent, beaucoup de délicatesse bien sûr, et aussi énormément de fond. Et comme on l'évoquait tout à l'heure avant de commencer l'émission, moi je suis à la Fondation. C'est vrai qu'on reçoit souvent des livres sur la trisomie 21, mais souvent c'est une expérience, c'est un témoignage. Alors tout ça a sa valeur, bien sûr, chaque chose a sa valeur. Mais là, vous rentrez davantage dans le fond du sujet et vous vous posez la question de savoir pourquoi le monde d'aujourd'hui refuse à ce point, de manière aussi radicale, de manière aussi absolue, la naissance des enfants trisomiques 21. Et alors, vous commencez par dire que finalement, la naissance d'un enfant trisomique 21 aujourd'hui, c'est un miracle, c'est une épopée. Oui, voilà. C'est une épopée, effectivement. Alors, il est vrai que dans ce livre, je me suis plutôt intéressé à la question de l'eugénisme. Désormais, je suis parti dans une autre direction, parce qu'on pourra en discuter tout à l'heure. Le 3e film documentaire que je souhaite réaliser va toucher la question de la trisomie, mais certainement pas la question de l'eugénisme, mais plutôt la question de l'inclusion des enfants et des adultes trisomiques dans notre monde. Et alors il est vrai que lorsque je parle justement d'épopée, là j'ai plutôt voulu insister sur le fait que 96% des fœtus trisomiques détectés sont l'objet d'une interruption médicale de grossesse. Donc déjà, pour le fœtus trisomique, c'est une aventure dont il n'est pas certain de pouvoir arriver à terme d'une certaine façon. Et ensuite, c'est une épopée, c'est ce que j'ai plutôt traité là dans mon film pour le coup, lorsque le trisomique est venu au monde, et notamment lorsque ses parents veulent le scolariser en milieu ouvert, en milieu ordinaire. Alors vous dites d'ailleurs que c'est une inégalité, parce que la loi sur l'avortement ne permet pas d'avorter les enfants jusqu'à 9 mois de grossesse. Or, pour les enfants handicapés... C'est ça, il y a une sorte d'exception légale sur le fœtus trisomique, tout comme d'ailleurs le fœtus atteint de nanisme, par exemple. Mmh. Et alors donc je crois que c'est 12 semaines, c'est ça pour l'IVG, oui, c'est ça. Le délai en deçà duquel il est autorisé de procéder à un avortement. Mais
pour l'enfant porteur d'une trisomie, c'est théoriquement jusqu'au dernier terme de la grossesse. Donc là, il faudrait que je parle sous le contrôle d'un médecin. Alors j'imagine qu'il faut l'accord des médecins probablement. Voilà, ça on est dans le cadre de l'interruption médicale de grossesse, donc c'est là, il faut qu'il y ait une attestation de la part des médecins au terme de laquelle cette maladie est une maladie grave et incurable au jour du diagnostic. Voilà. Mais maladie grave et incurable, aujourd'hui même on pourrait s'interroger sur les termes. Bien sûr. Hein. Et d'ailleurs certains parents disent mais est-ce que c'est une maladie grave? En tout cas elle n'est pas incompatible avec la vie puisque les personnes trisomiques 21 peuvent vivre, peuvent être heureuses, peuvent même travailler, peuvent gagner leur vie, peuvent payer des impôts. Et incurable, au jour du diagnostic, c'est évidemment assez pessimiste sur les avancées de la science. Ça veut dire qu'on ne cherche pas, alors si c'est incurable. Mais bien sûr, et puis il y a énormément de maladies qui sont incurables et qui n'empêchent pas les gens de vivre. Oui, donc il est vrai qu'il y a quelque chose d'assez étonnant. Et moi j'ai reçu beaucoup de courriers en fait depuis que ce livre est sorti le 21 mars. Et notamment, j'ai reçu 2 témoignages de femmes qui... c'est une soignante, une infirmière qui raconte... l'interruption médicale d'un fœtus âgé de 5 mois et demi, 6 mois. Et c'est vrai que c'est assez monstrueux parce que elle raconte que sa maman, donc pour des raisons qui lui sont propres, n'a pas pu accepter cette maternité. Et donc elle a choisi la voie mortifère pour son fœtus et donc elle a pris un certain nombre de poisons. Enfin, l'infirmière raconte tout ça. Et ils ont donné le bracelet avec le prénom, parce que c'était un fœtus de sexe féminin qui avait déjà un prénom. Donc ils lui ont donné son bracelet, ils ont pris ses empreintes digitales. Et chaque année, les parents qui depuis ont eu d'autres enfants, qui eux ne sont pas trisomiques, font une petite cérémonie pour rappeler cette interruption médicale de grossesse qui a donc conduit au décès de leur bébé. Alors, moi je suis très sensible au fait qu'on puisse reparler de tout cela, parce que ça n'a pas toujours été possible. J'ai l'impression que ça le devient maintenant, et que les choses changent un peu, et que évoquer la question de l'eugénisme tel que vous le faites, tel que nous avons essayé de le faire, que nous essayons toujours de le faire à la Fondation Jérôme Lejeune par exemple, ça devient davantage possible. J'ai vu par exemple au moment de la loi de bioéthique de 2011, davantage de débats sur la question de l'eugénisme, avec une reconnaissance d'ailleurs quasiment explicite du fait qu'il n'y a pas d'eugénisme généralisé en France. En revanche, sur la trisomie 21, oui, il y a de l'eugénisme. On ne peut pas dire qu'il y a de l'eugénisme pour toutes les pathologies. En tout cas, sur la trisomie, oui. Et il y a de l'eugénisme parce que c'est dépistable, détectable in utero, avec des tests qui sont vendus d'ailleurs par les labos, et qui font d'ailleurs la fortune des labos, parce que c'est un public captif. Les femmes enceintes à qui on fait fantasmer devant la perspective de donner naissance à un enfant idiot, débile, monstrueux. Évidemment, ça ne peut pas inciter vraiment les femmes à garder leur enfant. C'est une un véritable poison social dont on a le plus grand mal à se défaire. Et je pense que vous y contribuez en essayant de décortiquer le phénomène. Alors, vous parliez de votre deuxième sujet que vous allez traiter dans un film à venir, c'est celui de l'inclusion de la personne handicapée mentale trisomique dans la vie active. Mais comment faire justement, et vous dites qu'effectivement l'autre épopée pour ces personnes, c'est d'arriver à rentrer, à participer à la vie de la société. Et elles ne le peuvent pas, ou très peu, ou avec beaucoup de difficultés, pour une raison qui est celle que l'image de la trisomie leur donne et offre à la société. L'image est mauvaise. Parce que globalement notre société n'est pas prête à accueillir ce type de personnes. Alors pourquoi cette image-là est-elle si mauvaise? Est-ce que vous ne pensez pas que cette image restera mauvaise tant qu'on sera toujours dans cette logique du dépistage systématique qui fait que donner naissance à un enfant trisomique 21, c'est finalement quasiment l'exception par rapport à la règle des 97%. Alors comment peut-on avoir après ça une image bonne de la personne touchée par la trisomie 21, si de toute façon, on fait tout pour que de toute manière, elle ne naisse pas? Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe qui est difficile à réduire? Oui, c'est vrai. Alors, mais concernant la question de l'eugénisme, moi j'ai vraiment tendance à croire que les responsabilités sont totalement diluées. Il y a des familles qui prennent le choix de l'interruption médicale de grossesse
sans doute aussi parce qu'elles ont subi une terrible pression sociale et médicale. Parmi les courriers que j'ai reçus, beaucoup de femmes qui, très souvent, les femmes qui m'ont écrit sont plutôt des femmes qui elles, ont vécu l'épopée de garder l'enfant trisomique malgré les pressions répétées d'infirmières, de médecins. Effectivement, j'ai entendu des propos absolument incroyables et qui, pour elles, très souvent, sont encore choquants. Et elles restent encore, elles ont eu l'impression d'être même culpabilisées pendant tout le temps de leur grossesse, en prenant le choix d'offrir, de garder l'enfant et d'offrir la vie à leur petit bambin surchromosomé. Mais à côté de ça, il y a aussi des médecins qui très clairement ont peur désormais, en ne donnant pas toutes les informations, on va dire, négatives sur la question de la trisomie, de subir un procès de leur côté par une famille. Donc il y a aussi toute la question des assurances, toute la question de la judiciarisation finalement. Et donc au final, on finit par ne plus savoir quelle est la responsabilité. Bon, moi je pense qu'elle incombe en grande partie évidemment à l'État. C'est pour ça qu'on a utilisé, en accord avec mon éditeur, ce sous-titre. Mais la question quand même désormais de l'inclusion des enfants, on dit extraordinaires pour les comparer aux enfants ordinaires qui n'ont que 46 chromosomes. Elle est essentielle. Et il est vrai que j'avais très peu insisté sur cette question de l'inclusion dans mon petit livre parce que c'était un petit livre de colère que j'ai écrit très très vite et n'étant, comme vous le rappeliez tout à l'heure, pas du tout un spécialiste en soi de la question. J'ai pas voulu traiter cette question de l'inclusion. Maintenant, elle m'intéresse beaucoup plus parce que je crois que c'est aussi par ce travail qu'on va finir par lutter, déconstruire un ensemble de stéréotypes et toutes les politiques de discriminatoires contre les enfants porteurs de trisomie, et aussi qu'on va pouvoir modifier le regard et le regard de la société, le regard stigmatisant sur ces enfants qui effectivement portent sur leur visage et sur leur corps les stigmates de cette maladie chromosomique. Oui, alors comme vous le rappeliez un instant, le propos n'est pas du tout de culpabiliser les femmes et les familles et de dire que l'eugénisme est partagé par les familles. Moi, je pense qu'il y a un eugénisme aujourd'hui, s'agissant de la trisomie 21, et je suis pas le seul à le dire, mais cet eugénisme-là, c'est un eugénisme dont sont victimes les familles. Et je ne pense pas que les familles participent à l'eugénisme. Pas du tout. Alors, il y a peut-être occasionnellement des familles qui disent, de toute façon, moi, jamais, par principe, par théorie. Mais je pense que dans la plupart des cas, les familles sont victimes du tableau clinique qu'on brosse devant elles, de la perspective de voir un enfant handicapé qui ne pourra pas lire, qui ne pourra pas écrire, qui ne sera pas indépendant, etc. Et que les familles les femmes elles se disent, dans ces conditions-là, moi, c'est vrai que je lâche, je peux pas tenir. Et parce que on tend à laisser croire que nous qui luttons contre cet eugénisme-là, nous sommes critiques contre les familles qui seraient elles-mêmes eugénistes. Et d'ailleurs, il y a un certain discours de la médecine qui consiste à dire que le choix, c'est celui des femmes, et par conséquent, c'est un eugénisme individuel. Mais je ne pense pas du tout que ce soit un eugénisme individuel. Je pense que là, on est dans quelque chose de contraint. Absolument pas. Je pense que cette contrainte-là, c'est une offre. C'est une offre qui crée une demande, en réalité. C'est une offre économique, assez largement, en leur disant, de toute façon, c'est gratuit. Bon, tout le monde le fait. Oui, tout le monde le fait. Ah bon, mais c'est parce que c'est une maladie. Ah bah, vous le feriez, vous, docteur? Ah bah, écoutez, bien sûr. Bon, dans ces conditions-là, et comme le médecin est obligé de dire, mais la trisomie, de répondre à la question, mais la trisomie, c'est quoi? Bah, il est obligé de dire, voilà, c'est le retard mental, c'est pas l'école, c'est pas lire, c'est pas ceci, c'est pas cela. Donc le tableau est forcément complètement négatif. Et derrière, il y a un test pour éviter la trisomie, comme pour éviter la grippe ou la varicelle. Bien sûr. Donc, il y a d'ailleurs, de manière insidieuse, une certaine manière de comprendre mal le test de la trisomie 21 de la part de l'opinion publique. Nous, on voit arriver à la consultation des gens qui disent, je comprends pas, on m'a fait une piqûre pour que j'ai pas la trisomie, comme si il y avait un vaccin pour empêcher la survenue de la maladie. Ah oui, d'accord. Ouais. On n'empêche pas la survenue de la maladie, on empêche la survenue de l'enfant qui est déjà là en réalité. Et insensiblement, les gens ne finissent par ne pas comprendre. Ils disent, oui, comme la femme a subi toute une série de batteries de tests pour savoir si elle n'a pas de diabète, de cholestérol ou d'hypertension, pas avoir la trisomie, c'est pareil, quoi. Alors que c'est un acte qui est d'une nature qui est radicalement ah oui, il y a une différence de nature, bien sûr. Et cet eugénisme-là s'impose de manière économique
et puisque tout le monde le fait, puisque ça rentre dans la batterie des tests, on y va. Mais bien sûr, les familles sont victimes. Il faut bien se rendre compte que les femmes sont victimes de ça. Mais je me permets de réagir à ce que vous dites. Effectivement, le fait que des médecins vont pouvoir exagérer le destin monstre du bambin surchromosomé, vont pouvoir peut-être même prévenir charitablement, entre guillemets, les familles que l'arrivée d'un enfant porteur de la trisomie est quelque chose de très complexe dans une famille, que ça va poser des problèmes de scolarisation, effectivement, qui ne va pas lire, qui ne va pas écrire. On peut absolument s'élever en faux, effectivement, contre cette idée, parce que, bon, il se trouve que là, je reviens de 15 jours à la résidence de l'île au Bon Secours, hein, à Arras, que vous connaissez peut-être. Oui. Voilà, donc c'est une résidence intergénérationnelle qui s'appuie sur l'intergénérationnalité, mais également sur la mixité sociale et la mixité fonctionnelle. Et donc, dans ces 75 résidences, il y en a une dizaine qui ont été réservées à des jeunes adultes trisomiques, et qui sont donc tous autonomes, qui ont tous été scolarisés en milieu ouvert, qui savent lire, écrire pour la plupart, et qui ont une activité professionnelle. Il y a une jeune fille qui est bibliothécaire et qui est en CDI à la bibliothèque de Borin. Il y a une jeune femme qui travaille à la sécurité sociale. Il y a un agent de restauration. Il y a même des jeunes femmes trisomiques qui sont aides maternelles, ou alors donc qui apportent leurs compétences et leur douceur ou à des personnes âgées ou à des enfants. Donc ce sont des personnes qui lorsque la société tente de leur apporter tout ce qu'ils sont en droit d'attendre, peuvent accéder à l'autonomie et peuvent aussi accéder à un âge adulte, et comme tout à chacun. Vous avez raison de rappeler cette expérience qui est menée par Éléonore et sa voilà, famille. Donc c'est l'association Dan Hop de Emmanuel Laloux qui s'occupe de qui est porteur de projet et qui bouillonne d'idées sur cette question et qui sur la question de la stigmatisation des enfants trisomiques a voulu s'engager à bras-le-corps afin précisément de créer des sortes de contre-exemples, c'est-à-dire de montrer que les personnes trisomiques non seulement effectivement peuvent être heureuses, peuvent être sensibles aux joies terrestres, etc., mais qu'elles peuvent aussi, à l'intérieur de la cité, avoir un travail, qu'elles peuvent s'épanouir. Et donc, ils travaillent beaucoup avec l'université du Québec à Trois-Rivières, qui travaille sur le concept d'autodétermination et qui consiste finalement à faire épanouir chez l'enfant ou l'adulte porteur de trisomie sa volonté propre, c'est-à-dire à la fois qu'il puisse avoir on va dire les fondamentaux, donc l'écriture, la lecture, même des rudiments de mathématiques, et qu'il puisse aussi déterminer lui-même dans la société ce qu'il souhaite faire, qu'il puisse finalement développer toutes ses aptitudes pour devenir un adulte, on pourrait même dire un citoyen intégré à l'intérieur de la cité. Oui, vous avez raison de rappeler tout cela, et j'avais été très frappé en rencontrant Éléonore et ses parents et Emmanuel, son papa, et de voir que Éléonore était capable de dire ce qu'elle voulait, ce qu'elle ressentait, ses idées sur tel ou tel sujet, et que son papa la laissait oui, c'est parler. Ça. Et ça, c'était assez nouveau. Bon, ça fait quelques années qu'on les connaît, et on était habitué à voir des enfants trisomiques dont la pensée a été véhiculée par les parents en disant Bruno, il pense que Bruno aime, Bruno ne veut ou ne veut pas ou veut. Et en fait, Éléonore était capable de le dire elle-même, et son papa restait en retrait. Et c'était la première fois qu'une personne touchée par la trisomie 21, jeune adulte, était capable de dire, et en particulier de s'exprimer en évoquant des questions abstraites d'ailleurs, certaines abstractions, parce que Éléonore s'était beaucoup exprimée sur la question c'était en pleine loi de bioéthique, sur le dépistage. Elle disait mais nous on existe, on veut vivre, et puis on veut qu'il y ait de la recherche, donc tout ça était quand même un peu abstrait, conceptuel, c'est pas uniquement des choses très concrètes, et c'était assez touchant, et le discours est évidemment beaucoup plus percutant quand il est tenu par la personne elle-même que quand il est tenu par le papa ou la maman. Mais Éléonore est aussi une fille intelligente. Elle a la trisomie 21. S'il n'était pas trisomique, elle serait très intelligente. Elle est
elle est limitée par les dégâts de son chromosome 21, mais incontestablement, il y a aussi une grande variabilité chez les trisomiques. Il y en a qui sont plus ou moins capables de parler, et pourtant c'est une vraie trisomique, au sens où elle a du mal à articuler, on la comprend pas toujours très bien, mais ce qu'elle dit est pénétré d'intelligence. Et d'ailleurs, je tiens à la remercier, puisque le titre vient un petit peu d'elle, puisque un jour je l'ai entendu dire, nous les trisos, nous sommes des phénomènes. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu utiliser ce titre d'éloge des phénomènes. Alors je rappelle que nous sommes sur Radio Courtoisie et que mon invité depuis une demi-heure est Bruno Deniel-Laurent, auteur de livres, réalisateur de films. Bruno Deniel-Laurent qui est l'auteur pour ce livre d'aujourd'hui, Éloge des phénomènes, trisomie, un eugénisme d'État. C'est un petit essai, document qui est paru aux éditions Max Milo, il faut le dire. Un petit livre orange, très bien écrit, très efficace, et qui m'a beaucoup touché parce qu'il va au cœur du sujet, et qui va au cœur du sujet de l'eugénisme en particulier, avec d'ailleurs beaucoup de courage, parce que vous faites des comparaisons historiques qui n'est pas toujours évident de faire, et vous les faites avec je trouve beaucoup de mesures et beaucoup de raisons. Alors j'en profite aussi, puisqu'il vient d'arriver dans le studio pour saluer mon deuxième invité. Il s'agit de monseigneur Jacques Ciodo. Jacques Ciodo qui est prêtre et qui, avant d'être prêtre, était médecin, scientifique, chirurgien, qui depuis a eu la vocation et a participé pendant de nombreuses années aux travaux de l'Académie pontificale pour la vie, dont il est membre, et en particulier qui a animé toute la cellule de veille et de réflexion scientifique au sein de l'Académie pontificale pour la vie. Bonjour, monseigneur Jacques Ciodo. Bonjour, monsieur Le Menet. Merci beaucoup de venir à ce micro. Alors, le sujet que nous évoquons avec Bruno Deniel-Laurent ne vous est pas inconnu, puisque il y a un mois de cela, nous avons à Paris organisé une petite manifestation au Bernardin, qui a été retransmise sur KTO et qui visait à célébrer les 20 ans de la mort de Jérôme Lejeune. Et à cette occasion, nous avons fait un plateau animé par un journaliste. Il y avait donc 3 personnes. Il y avait vous-même, il y avait le professeur Arnold Munich, qui est généticien et qui est le successeur immédiat de Jérôme Lejeune, et puis il y avait votre serviteur. Et donc nous avons évoqué non seulement la mémoire de Jérôme Lejeune, mais c'est vrai les conditions dans lesquelles cette découverte de la trisomie 21 avait été faite, et puis les conséquences de toutes ces évolutions de la génétique pour le meilleur et pour le pire. Alors, on évoquait la trisomie 21 et d'ailleurs, Bruno Deniel-Laurent parle à plusieurs reprises de Jérôme Lejeune, et ce qui d'ailleurs est très courageux de sa part, parce que on sait très bien que quelquefois évoquer le nom de Jérôme Lejeune, ça évoque bien sûr le scientifique, mais aussi celui qui a défendu la vie, à commencer par la vie de ses patients. Alors peut-être, Jacques Ciodo, vous pouvez nous rappeler juste d'un mot en quoi la découverte de la trisomie 21 par Jérôme Lejeune a modifié, et d'ailleurs Bruno le dit dans son livre, a modifié la perception que nous avions de cette maladie mongolienne. Et qu'est-ce que ça a changé, à la fois pour les patients, pour les parents, pour les familles et pour la société, d'en parler différemment comme l'a fait Jérôme Lejeune? Disons que cette découverte, initialement, a été une ouverture parce que, enfin, pour la première fois, on avait une maladie héréditaire avec quelque chose qu'on pouvait mettre derrière, une cause. Et dit, à partir du moment où on trouve une cause, on a l'espérance plus tard d'arriver à un traitement ou à une prévention. Et donc, en cela, cette découverte de l'origine chromosomique de la trisomie était une pierre dans la mare, donc qui a déclenché des tas d'ondes. Elle devait changer aussi la vision qu'on avait sur ces maladies héréditaires, une vision qui était marquée par une espèce de fatalité, un doom, comme on dit en anglais. On parlait de la charge génétique en termes très négatifs, et on voyait cette humanité avec ce poids de derrière. On ne savait pas très bien qu'est-ce que c'était ce poids, et donc on avait finalement une vision de plus en plus négative sur ces maladies, on ne sait pas, génétiques ou chromosomiques, qu'on soupçonnait et qui s'était aggravé au fil des années, justement avec ce mouvement de l'eugénisme. Au début, le mouvement de l'eugénisme était une certaine amélioration de la race humaine, mais il devient de plus en plus orienté
contre ce poids génétique que l'on veut supprimer, et d'où les politiques qui vont s'aggraver de plus en plus sur les stérilisations obligatoires pour arriver au régime nazi. Donc, la découverte de Jérôme Lejeune ouvre une nouvelle porte. Ces maladies, il y a des raisons derrière. Maintenant, la science doit de plus en plus trouver ces raisons et nous faire avancer vers la possibilité d'une prévention et d'une thérapeutique. Or, ce qui s'est passé, comme vous l'avez rappelé, c'est ce qu'on a dit à cette soirée des Bernardins, cette découverte, malheureusement, rapidement s'est tournée contre, en fait, ces enfants. Le travail de recherche, oui, on a continué, mais c'était beaucoup plus facile d'arriver à la solution d'évacuer le bébé avec l'eau du bain. Et donc, au lieu, en fait, d'aller de l'avant et dans l'investigation des troubles métaboliques, de ces phénomènes qui empêchent le développement cérébral in utero, au fond, on est allé à la solution la plus facile, qui était d'éliminer. Et une fois que ce virage a été pris, il s'est aggravé, en ce sens que, au début, on avait des lois qui dépénalisaient, et la chose est devenue non seulement habituelle, mais culturelle. Et du coup, aujourd'hui, le trisomique, c'est un peu l'homme à abattre, à éliminer. Les travaux actuels, qui se sont malgré tout poursuivis, sans beaucoup d'aide financière, souvent avec des fonds privés, nous montrent que cette porte de l'espoir, elle est ouverte. Et qu'en se fatiguant un petit peu, on arrivera de plus en plus à démonter ce mécanisme de la trisomie et à arriver à des politiques de prévention ou de traitement. Traitement et prévention in utero et traitement ensuite. L'exemple de la trisomie ne se limite pas à la trisomie, comme justement l'avait bien dit le professeur Munich. Il y a beaucoup de problèmes de développement cérébral chez l'enfant sur lesquels on met des étiquettes plus ou moins précises. Vous voyez, on parle de l'autisme, par exemple. L'autisme, c'est un mot qui couvre des tas de situations très différentes. Et on en est au tout début de l'exploration de ces maladies. Ce que l'on pourra faire sur la trisomie ouvrira la porte sur beaucoup d'autres anomalies. Alors, je ne veux pas prendre trop la parole, mais disons que si l'on suit aujourd'hui le développement de la thérapie génique, ce développement est assez intéressant. Quand la thérapie génique est née, tout à fait au début, dans les années 60, de l'espoir que donnait le développement génétique, on est allé tout de suite à des rêves. Rêves qui se reproduisent aujourd'hui dans le fameux transhumanisme, de l'homme amélioré, de l'homme nouveau, de l'interface. Et puis, dès que la thérapie génique a commencé un petit peu à se développer, et tous ces espoirs se sont complètement effondrés, parce qu'on a vu que c'était pas tellement facile. La thérapie génétique a continué jusque dans les années 90, où il y a eu le premier grave accident avec Jess Kelsinger, qui est mort, le pauvre. Et du coup, coup d'arrêt. Poursuivez un petit peu dans le même temps l'hôpital Necker, très bon résultat au début, sur le CIDX, le DIX-X, et puis arrive les leucémies, et à nouveau, coup d'arrêt. Et au fond, on a presque mis la croix, on a presque enterré cette thérapie génique qui avait tellement suscité d'espoir. Et on dit, bon, ces maladies rares, il faudra les traiter, quelques protéines. Et au fond, de nouveau, le plus simple, c'est de les éliminer. Or, aujourd'hui, la thérapie génique, doucement, tranquillement, sans faire de bruit, reprend. Et il y a des résultats, parce qu'on a transformé les vecteurs, parce qu'on a des meilleures indications. Tout ça pour dire que cette découverte de Jérôme Lejeune était importante, non seulement en tant que découverte, mais parce qu'elle ouvrait effectivement une porte de l'espoir qu'on a un peu trop vite fermée, et qui, aujourd'hui, se rouvre de plus en plus. Et au lieu de jeter l'enfant avec l'eau du bain, maintenant, on peut peut-être faire les choses un peu plus sérieusement, un peu plus humainement, et prévenir et guérir. Alors merci Jacques Ciodo pour ces développements qui sont tout à fait dans la ligne de ce que pressent et écrit Bruno Daniel-Laurent. Vous revenez sur deux notions sur lesquelles je voudrais aussi interroger Bruno, c'est-à-dire que il y a cette notion de culpabilité, de culpabilisation qui était très liée à ce fatum que vous évoquiez,
fatalité qui tombait sur les femmes et dont on ne savait pas très bien quelle était l'origine, parce qu'on les suspectait de... Alors qu'est-ce qu'elles avaient fait? Est-ce qu'elles avaient eu des comportements sexuels vagabonds? Est-ce qu'elles avaient la syphilis? Est-ce que le mari ne buvait pas? Enfin, puis ils étaient pauvres, alors ils étaient suspectés de tout. Et vous avez cette phrase d'ailleurs, Bruno Denier-Laurent disant les savants du 19e siècle suspectaient les idiots mongoliens, entre guillemets, enfin en italique, d'être le fruit des vagins dépravés. Et il se trouvait des prêtres assez stupides pour y déceler un châtiment divin, exiger le repentir. Et puis après ça, vous continuez en disant, sous les 30 glorieuses, une certaine école psychanalytique choisissait de culpabiliser les génitrices d'enfants autistes en inventant le mythe de la mer glaciale, etc. Et donc, c'est fou de voir à quel point, quand ce mur de l'ignorance n'était pas encore brisé, on partait sur des directions qui étaient complètement folles. Et on a vu les ravages de soigner des enfants trisomiques 21 pour pour de la psychiatrie, alors que c'est vrai que prendre une mauvaise médecine qui peut avoir son intérêt dans certains cas, mais pour soigner une maladie qui n'est pas justiciable de ce traitement-là, c'est épouvantable. Et est-ce que alors ce sentiment, c'est très curieux parce que ce sentiment de la culpabilité qui a disparu normalement, avec la découverte de Lejeune, qui dit, mais attendez, c'est pas de votre faute. Ce n'est pas de votre faute. C'est un accident. Ça aurait pu vous arriver, à vous, à moi, mais voilà, c'est comme ça. Mais c'est pas de votre faute. Et ça débarrassait, c'est vrai, le poids de la culpabilité, mais en même temps, est-ce qu'il ne revient pas de manière paradoxale? Ah, mais il revient de manière effectivement paradoxale, puisque, aussi sous l'aspect, effectivement, même ne serait-ce que de l'équation économique. C'est-à-dire qu'en disant, désormais, moi, je parlais de tous les courriers que j'ai reçus, tous les courriers positifs que j'ai reçus sur ce livre, mais j'ai aussi entendu énormément de choses. On m'a dit, mais en temps de crise, on ne peut plus se permettre de faire des choses comme ça. Imaginez le nombre d'accompagnateurs sociaux, le nombre d'éducateurs qu'il faut pour un enfant trisomique. Imaginez quelqu'un même aller utiliser un chiffre que je donne. Alors, je parle sous le contrôle d'un médecin, mais je crois qu'il y a à peu près un enfant, enfin une grossesse sur 700 qui est susceptible de libérer un enfant surchromosomé. Mais vous vous rendez compte, 1 sur 700, mais aujourd'hui, alors que l'Europe déjà vit une terrible décadence, on peut pas se permettre d'avoir autant de personnes improductives parce qu'elles sont jugées par essence improductives. Donc effectivement, là, il y a une sorte de culpabilisation qui arrive, avec en plus cet argument économique. Moi, ça m'intéressait de signaler que cet argument économique et, entre guillemets, charitable était aussi, je suis désolé de revenir encore faire ce parallèle, mais celui du programme Action T4 mis en place par le régime nazi. Effectivement, c'était une forme d'euthanasie la plus douce possible pour les handicapés. Et avec toujours cet argument économique. Je me suis repris l'ensemble des films de propagande du Troisième Reich qui traitent de cette question. Et il est vrai que l'argument de l'argent est primordial. Hein. Et d'ailleurs beaucoup plus que l'amélioration de la race, que c'est toujours des vies sans valeur, mais en plus des vies qui coûtent. Inutiles, des bouges inutiles. Des bouges inutiles et on voit des aliénés mentaux grimaçants. La voix off nous explique qu'ils vivent dans des palais. Et ensuite, on voit une famille allemande saine, pauvre, mais digne, qui s'entasse dans une petite masure, etc. Et puis toujours de l'argent. Il y a toujours de l'argent en filigrane dans tous ces films de propagande qui ont été faits. D'un seul coup, on voit 16 millions de marques, etc., etc. C'est assez étonnant. Et puis ensuite, toujours cet argument de la charité. Enfin, de la charité bien comprise. Est-ce qu'il ne serait pas mieux d'offrir une mort digne à telle personne? Et là, on voit effectivement un aliéné qui a l'air de souffrir de ce. Oui, Jacques Ciodo. Il y a une chose à dire intéressante à propos de cette opération T4. Et qu'elle a été d'abord et avant tout une opération publicitaire. Le régime nazi a fait un énorme effort justement pour arriver, non pas en présentant ses vraies thèses qui étaient racistes, mais en présentant des thèses qui paraissaient raisonnables au peuple allemand pour justifier cette euthanasie des malades psychiatriques, des personnes âgées, des handicapés. Or, cette opération T4 a duré 1 an. Alors, on se dit, comment? Un régime aussi puissant qui a arrêté un de ses programmes? Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas marché. En Allemagne. Alors qu'ils ont marché sur tout le reste, là, ils n'ont pas marché. Et c'est une chose paradoxale. Si, dans l'Allemagne nazie, ce peuple on a charrié tous les péchés, c'est vrai qu'on fait, hein, s'est arrêté. Alors, nous, qui nous targuons de respecter les droits de l'homme, qui est une civilisation avancée, on continue. Mais
il y a quand même une nécessité d'un certain examen de conscience dans la société actuelle. Et effectivement, vous avez tout à fait raison, le prétexte de la crise peut déclencher des tas de mesures non éthiques, immorales, qu'on justifiera. Or, s'il y a une qualité dans laquelle l'homme est très fort, est de justifier tout ce qu'il fait d'immoral au nom de quelques raisons. Et c'est vrai qu'on est frappé par les arguments économiques, et même avant la crise, j'avais écrit ça dans un de mes bouquins, j'avais retrouvé l'origine des publications qui évoquaient la généralisation du dépistage de la trisomie 21, qui au début n'a pas été généralisée. La technique, nous n'avons rien contre la technique du diagnostic, ni même du dépistage dans certains cas. La question est de savoir ce qu'on en fait, est-ce qu'on la généralise, est-ce qu'on la systématise, est-ce que ça se termine toujours par l'avortement. C'est ça la vraie question éthique. Mais la technique en elle-même nous est absolument indifférente. Et la justification était au départ une justification économique, et moi j'ai retrouvé des premiers textes qui datent des années 70 ou 80, et dans lesquels, dans des publications françaises, rédigées par des auteurs, des scientifiques français, il y avait des opérations arithmétiques de multiplication et d'addition, en disant un trisomique 21 ça coûte tant, en francs, par an dans un établissement spécialisé. Si vous multipliez par le nombre de trisomiques, ça fait tant, ça fait très cher, et par conséquent, en faire l'économie, ce sera moins cher. Évidemment, avec des équations comme celle-là, on a vite réglé la question morale. C'est aussi pour ça que je me permets d'insister à nouveau sur cet extraordinaire projet de Lilou Bonsecours, donc de toutes les activités qui sont développées par Emmanuel Laloux, le papa d'Éléonore, au sein de l'association Donop. C'est cette capacité tout d'abord à montrer qu'un enfant porteur de trisomique peut être scolarisé, peut être éduqué, peut travailler, peut apporter quelque chose de façon concrète et économique, puisqu'il travaille, il paie des impôts, et qu'ils peuvent aussi apporter une richesse immatérielle, et qui peut même avoir effectivement un bénéfice médical et donc économique. Et par exemple, à Lilou Bonsecours, des personnes retraitées vivent avec des adultes trisomiques, et il est vrai que toutes ces personnes à qui je me suis adressé ces derniers temps m'ont dit que c'était pour eux, ça leur faisait la plupart du temps un bien fou, notamment lorsqu'il pleut dehors et que tous les retraités se plaignent de la météo. L'adulte trisomique arrive, lui, souriant comme lorsqu'il fait beau, et émet un petit rayon de soleil dans les couloirs, et tout ça, ce sont des bénéfices. Alors effectivement, ce sont des richesses immatérielles qu'ils apportent à la société, et on pourrait retourner cet argument, effectivement, et je trouve que c'est très intéressant, notamment que Donop intervient sur cette question de l'inclusion sociale des personnes trisomiques, pour précisément briser, j'ai presque envie de dire dans l'œuf, cet argument économique qui... Car effectivement, il faut faire attention à notre vision de la société. Nous sommes influencés par le modèle libéral du chacun pour soi. Et donc, ce modèle transporte avec lui une idée d'une société faite de billes, les unes à côté des autres, sans grande relation. Ce qui est une vision complètement fausse, humainement. Humainement, en tant qu'être humain, nous formons non pas une association de billes, mais une société. C'est-à-dire des gens avec des relations les uns après les autres. Et une société est complète. La grosse erreur que les siècles ont répétée, il y a toujours eu des erreurs, est de vouloir exclure. De vouloir dire, celui-là, il fait pas partie de notre société. À partir du moment où vous commencez à exclure, c'est la société elle-même que vous commencez à effriter. L'UNESCO, dans sa déclaration sur la bioéthique, a très justement insisté sur ce problème de la discrimination-exclusion, qui reviendra toujours dans la tête humaine parce que c'est facile d'indiquer l'autre comme l'ennemi. Si nous voulons que la société soit heureuse, équilibrée, elle doit comprendre tout le monde, sans chercher à faire des exclusions, que ce soit les homosexuels, que ce soit telle ou telle race, que ce soit... Non. La société est telle qu'elle, elle doit se prendre en charge. Et économiquement, ça marchera. Il y a deux manières de voir l'économie. Ou on part en arrière en disant, alors on se restreint, on va essayer de payer moins d'impôts, etc. Ou au contraire, de voir une société qui est dynamique, qui avance et qui comprend tout le monde. Alors, je voudrais revenir sur un élément que vous aviez cité tout à l'heure. Vous disiez, monseigneur, que le programme T4 avait duré assez peu de temps en réalité, ce que les gens ne savent pas parce qu'ils mélangent les périodes, etc. Et faut dire un mot de
du rôle qu'a joué Monseigneur Van Galen, et que vous citez d'ailleurs aussi, Bruno Denier-Laurent, dans votre livre. Oui, tout à fait. J'ai retrouvé ce sermon en fait que Monseigneur. D'ailleurs, je veux bien le lire. Hein. C'est ça. Donc c'était au cœur de l'été 41. Donc c'est lorsque Van Galen, qui était donc évêque catholique de Münster, hein. Voilà, il a décidé de frapper en fait un grand coup contre le programme Action T4. Hein. Et donc voilà un petit extrait de son sermon qu'on peut trouver très facilement sur Internet, hein, et dont je conseille la lecture. Donc ce sermon a été prononcé le 3 août 41. À mon regret, je dois vous informer que pendant la semaine passée, la Gestapo a continué sa campagne d'annihilation contre les ordres catholiques. Depuis quelques mois, nous entendons des rapports selon lesquels des personnes internées dans des établissements pour le soin des maladies mentales, qui ont été malades pendant une longue période et semblent peut-être incurables, ont été de force enlevées de ces établissements sur des ordres de Berlin. Il y a un soupçon général confinant à la certitude, selon lequel ces nombreux décès inattendus de malades mentaux ne se produisent pas naturellement, mais sont intentionnellement provoqués en accord avec la doctrine selon laquelle il est légitime de détruire une soi-disant vie sans valeur. En d'autres termes, de tuer des hommes et des femmes innocents si on pense que leurs vies sont sans valeur future au peuple et à l'État. Une doctrine terrible qui cherche à justifier la suppression des personnes innocentes, qui rend légitime le massacre des personnes handicapées, qui ne sont plus capables de travailler, des estropiés, des incurables, des personnes âgées et des infirmes. On ne peut s'imaginer la dépravation morale, la méfiance universelle qui s'étendra au cœur même de la famille, si cette doctrine terrible est tolérée, admise et mise en pratique. Malheur aux hommes, malheur au peuple allemand, que le saint commandement de Dieu tu ne tueras pas, que le Seigneur a donné au Sinaï dans le tonnerre et les éclairs, que Dieu notre Créateur a écrit dans la conscience de l'homme au commencement, si ce commandement n'est pas simplement violé, mais si sa violation est tolérée et exercée impunément. Et vous dites que ce sermon a eu donc un retentissement gigantesque, et que c'est grâce au courage de Monseigneur Van Galen que voilà, l'opinion publique n'a pas pris, c'est ça, hein? Alors, effectivement, l'Allemagne nazie est intéressante à étudier parce que les exemples des extrêmes dans lesquels les hommes peuvent aller. Or, on oublie que Hitler est arrivé au pouvoir, son parti est arrivé au pouvoir par, en fait, une manipulation politique. Bon, il n'avait pas la majorité, ils ont réussi à établir tout de suite un État policier. Mais l'Allemagne, il y avait des résistances. C'est pas que le peuple allemand. Et on voit que les résistances se situent curieusement au niveau des diocèses majoritairement catholiques. C'est donc effectivement l'opinion catholique qui a fait résistance. Lorsque, pour combattre l'Église, les nazis avaient proposé d'étendre l'élimination des prêtres et autres, là aussi, ils ont fait marche arrière, parce qu'ils se sont dit que nous sommes en guerre. Nous avons besoin d'une armée efficace. Or, dans notre armée, il y a une grande partie des recrues qui sont catholiques, une grande partie des officiers qui sont catholiques. Si maintenant nous commençons ouvertement à faire une attaque contre l'Église, alors là, nous allons diminuer notre force combative. Et ça a été exactement la réflexion. Si l'opération T4, qui a duré de 39 à 41 à peu près, a été arrêtée, c'était pour la même raison. C'est pas du tout parce qu'ils avaient changé d'idée. C'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'elle n'était pas productive pour l'État et pour la machine de guerre. On va s'arrêter 2 minutes, on est sur Radio Courtoisie. Je suis en compagnie de Monseigneur Jacques Ciodo, membre de l'Académie pontificale pour la vie, prêtre, médecin scientifique, et de Bruno Denier-Laurent pour son livre Éloge des phénomènes, trisomie, un eugénisme d'État, aux éditions Max Milo. Et nous passons une petite information. À tout de suite. Dimanche 15 juin, à Paris, fête de la courtoisie. À l'espace Champéret, dimanche 15 juin, de 11h à 19h, venez à la rencontre de toute l'équipe de Radio Courtoisie, de ses patrons d'émission et de ses collaborateurs, qui vous invitent à partager ce moment d'intelligence et d'amitié. Vous retrouverez les écrivains qui se sont exprimés à Radio Courtoisie. Ils vous dédicaceront leurs œuvres. Venez compléter votre bibliothèque. Venez acheter d'irremplaçables cadeaux, offrez des livres dédicacés. Demandez dès maintenant vos billets d'entrée. Envoyez-nous un chèque avec une enveloppe timbrée et libellée à votre adresse. Retenez, dimanche 15 juin, fête de la courtoisie, espace Champéret, 1 place de la Porte de Champéret, Paris 17e, accès par la rue Jean Estrécher, métro Porte de Champéret. Entrée 5 €. Gratuit sur présentation de la carte d'auditeur et pour les personnes de moins de 27 ans. Écrivez à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Voilà.
Voilà, nous reprenons l'antenne après cette information sur la fête de la courtoisie. Alors je rappelle que cette fête de la courtoisie permet de retrouver autour des patrons d'émissions différents auteurs ou différents personnages qui ont été invités au cours des émissions, et que c'est le moment bien sûr de venir acheter des livres et de faire dédicacer les livres que vous avez aimés et dont vous avez entendu parler sur l'antenne de Radio Courtoisie. Alors, pour notre ami Bruno Deniel-Laurent, malheureusement, étant provincial, il ne pourra pas venir à cette fête du livre, mais j'ai bien l'intention d'approvisionner néanmoins ce livre à mon stand et de le vendre parce que... D'abord, on y parle de Jérôme Lejeune. Vous avez même l'élégance de me citer, dont je suis extrêmement fier. Mais je pense que vous abordez cette question de la trisomie 21 de manière très brève, très rationnelle, très délicate et très juste. Et les textes sur ce sujet-là ne sont pas toujours de la même eau. Et comme je le rappelais, on est très souvent dans le témoignage qui a sa valeur, mais là on est sur un travail plus scientifique et plus rationnel, et c'est très intéressant, avec des comparaisons très audacieuses que vous faites, en particulier avec le programme T4 que nous évoquons maintenant. Et je crois que le temps est venu de pouvoir dire ce genre de choses, et vous le dites avec, je trouve, beaucoup d'équilibre. Et donc je vous en remercie. Et votre livre Éloge des phénomènes sera sur le stand de Radio Courtoisie, et j'en profite pour dire que Monseigneur Jacques Ciodo est aussi l'auteur d'un livre sur l'objection de conscience, et que ce livre-là, on peut le trouver probablement sur Internet, et nous l'approvisionnerons à la Fondation Jérôme Lejeune aussi pour pouvoir le mettre à la disposition des lecteurs qui en auraient besoin. Alors, il y a un autre thème que vous avez évoqué tout à fait en passant, Monseigneur, à travers votre présentation, quand on a parlé de Jérôme Lejeune et puis de cette petite soirée au Bernardin, c'est le thème du transhumanisme. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans votre livre aussi, à ma grande surprise, vous évoquez la question du transhumanisme, et c'est vrai que spontanément, c'est le revers de la médaille, parce que on détruit des êtres imparfaits, mais la compensation, c'est qu'on veut en créer des parfaits ou des plus que parfaits, n'est-ce pas? Et rehausser et sortir au fond de cette nature humaine qui nous contraint. Alors, c'est un phénomène sur lequel je pense qu'il faut revenir, parce qu'il faut l'expliquer aux auditeurs, c'est un peu compliqué, posthumanisme, transhumanisme. Est-ce que vous voulez revenir, Monseigneur, sur une définition un peu simple pour nos auditeurs? Ils ont l'impression que c'est des élucubrations qui leur échappent. Le transhumanisme, c'est l'idée que, au travers des progrès réalisés avec les nouvelles technologies, la biologie de synthèse, la nanotechnologie, les biosciences et l'informatique, on arrivera à améliorer l'espèce humaine, mais non pas l'homme lui-même un petit peu tout seul, mais au travers de l'homme-machine. Et il y a ce rêve d'une association entre intelligence naturelle et intelligence artificielle qui permettra de créer une sorte de nouvelle élite vers des perspectives toujours présentées comme souriantes et splendides. Alors, ce transhumanisme reprend la vieille histoire depuis les Grecs, on toujours Icare, etc., d'un surhomme avec les mêmes naïvetés et les mêmes menaces au niveau anthropologique. Je ne veux pas trop prendre la parole sur ce transhumanisme, mais on a cette pensée qui plaît beaucoup aux gens actuellement, elle est très populaire, complètement déconnectée de la science réelle. En fait, on ne tient pas compte de ce que fait la science réelle. Hein. On vise des choses extraordinaires, et un modèle d'homme qui ne repose sur aucune base anthropologique et philosophique. On ne sait pas en fait ce que c'est que cet homme, on sait qu'il sera meilleur. Mais meilleur sur quoi? Le transhumanisme ne le dit pas. Ne dit pas ce que c'est l'homme. On s'imagine qu'au travers de progrès technologiques, eh bien cet homme sera un super. Alors, super physiquement, en fait, non, il n'y a pas de réponse là-dessus. Il y a simplement un rêve d'un homme super. Et cette pensée est très dangereuse parce qu'elle est pernicieuse. Elle nous projette une image d'élite. Un petit peu comme toujours ce qu'on projette même dans les films de science-fiction avec quelques êtres exceptionnels. Ce qui veut dire que l'homme naturel, l'homme qui fait son travail, l'homme qui vit quotidiennement, etc., est finalement méprisable. Cet homme, qui est l'homme, la majorité des êtres humains, ne vaudrait pas tellement. Ce qu'il vaudrait, c'est pouvoir créer cette élite
Et vous avez des gens comme John Harris, des utilitaristes, qui vont tout à fait dans ce sens, et qui vont nous dire, par exemple, actuellement, ne procréons plus naturellement. Sélectionnons la race, faisons seulement du diagnostic préimplantatoire et faisons des grossesses voulues pour avoir les meilleurs enfants. Avec un discours d'une naïveté incroyable, parce que, en fait, les indices de sélection, nous ne les avons pas au diagnostic préimplantatoire. Personne ne pourra dire quelle association de gènes vous donnera plus d'intelligence ou plus d'acuité. Personne, actuellement, ne peut le dire. Mais déjà, on est là, sélectionnons. Bon. Le diagnostic préimplantatoire a éliminé des millions d'embryons normaux, d'hommes et de femmes, au nom d'une certaine idée d'un homme qui serait meilleur. Alors, je m'arrête là-dessus. Une idée qui plaît, parce qu'elle parle de futur radieux. On ne sait pas comment ils seront radieux. Mais une idée, en fait, qui est indirectement très élitiste et très discriminatoire. Et tous ceux qui ne correspondraient pas à cette espèce d'idéal, au fond, seraient de moindre valeur. Et, je dis pas éliminer, mais disons, à mettre un peu de côté. Et nous rejoignons une pensée très commune qui est portée par l'utilitarisme qui imprègne notre société actuelle, de la fameuse qualité de la vie. On va commencer à juger les gens sur une prétendue qualité de la vie. Or, qui est-ce qui est à même de parler de la qualité de la vie, de sa qualité de la vie, si ce n'est la personne elle-même? Alors, de l'extérieur, on juge que telle personne a une moindre qualité de la vie, et on ne va pas du tout essayer de l'écouter, de savoir elle-même ce qu'elle pense. Bruno Denay-Laurent, vous évoquez aussi le transhumanisme. Alors vous êtes aussi sensible à cette. J'étais étonné que vous fassiez le lien avec la question de la trisomie 21. Ah bah oui, parce que je souscris absolument aux propos effectivement que je viens d'entendre. Le pire effectivement du transhumanisme, en tout cas dans sa version publicitaire militante, c'est qu'il se présente toujours sous un visage extraordinairement souriant, qui plaît énormément évidemment à la jeunesse. Il se part du masque de l'émancipation et il utilise une argumentation libérale absolument fallacieuse, qui consiste à dire chacun finalement peut être libre de faire sur son propre corps des expérimentations, avec effectivement ce vieux présupposé libéral qui dit que tout ce qui concerne ma liberté et qui n'atteint pas la liberté de l'autre peut être accepté. Bon, c'est évidemment totalement pernicieux, puisque si un homme par je ne sais quelle technologie est augmentée, il sera forcément de façon relative, quelqu'un, lui, aura été diminué. Donc ça aura des impacts sur sa propre existence. Enfin, on peut imaginer beaucoup de choses. Pour l'instant, il est vrai que c'est une notion qui est très 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 floue, cette notion de transhumanisme. Tout s'accélère à une telle vitesse. Et puis ce sont des convergences effectivement de plusieurs technologies, et c'est extraordinairement difficile et de plus en plus difficile d'imaginer à court terme ce que tout cela peut donner. Mais il est vrai que là, on retrouve réactivée une vieille pensée, effectivement, utilitariste, anglo-saxonne. Et d'ailleurs, beaucoup de papes du transhumanisme se réfèrent à l'utilitarisme de façon transparente. Vous avez ces mouvements, par exemple le hacking up, où les gens, effectivement, vont consacrer tous leurs efforts, etc., à s'améliorer par la force de leur cerveau. Donc, hacking up, on va se rompre pratiquement. Le terme est ça, on va rompre son corps pour devenir meilleur. Alors, c'est vrai qu'au travers de tas d'exercices intellectuels, on peut effectivement améliorer sa capacité. Après tout, si quelqu'un lit et exerce intellectuellement, c'est vrai qu'il reculera à l'Alzheimer, il y aura moins d'Alzheimer. Bon, c'est une bonne chose. Vous avez aussi ces nouvelles techniques dans lesquelles, sur des écrans, vous avez un optimum qui vous est montré comme une barre, et au travers d'exercices de la pensée, vous rejoindrez, vous essayez de pousser votre barre vers l'optimum. Bon, ces exercices, c'est bon. Si les gens veulent s'occuper de cette façon plutôt que d'aller à la pêche, c'est très bien. Mais ce qui est derrière négative, c'est cette pensée que moi, je vais être meilleur que l'autre. Je vais grâce à ma propre force. Et là, on trouve toujours ce gros risque de se hisser à la porte des poignets, à la force des poignets au-dessus des autres. Oui, c'est toujours une volonté d'exclure l'autre, finalement. On peut considérer que l'intelligence puisse se réduire à un chiffre. Enfin, là, on revient encore avec cette espèce
ce concept du quotient intellectuel qui très 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 souvent est considéré comme une échelle de l'intelligence, alors que la seule définition qu'on devrait donner du quotient intellectuel, c'est le résultat d'un test de quotient intellectuel et point final. Et il est vrai que je reviens encore à ma petite période, parce que là j'étais en immersion pendant 15 jours à Arras, au milieu de tous ces adultes trisomiques. Il est certain que si on leur fait passer un test de quotient intellectuel, ils risquent fort de ne pas être extraordinairement élevés. Mais il est vrai que on se sent très 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 vite beaucoup mieux avec des adultes trisomiques qui, sur un certain nombre de réalités, que ce soit des réalités sensuelles, sensibles, etc., ont l'air d'avoir une appréhension du réel qui me semble beaucoup plus fine que beaucoup d'hommes-machines qu'on peut croiser dans certains stands, dans certains salons de l'informatique, et je ne parle même pas de certains banquiers, etc. Donc, et il est vrai que l'idée de qualité de vie, qui juge de la qualité de vie? Bon, moi je me suis amusé à propos de mon livre, en évoquant le destin d'Éléonore, que l'on a considéré comme une aberration chromosomique lorsqu'elle était encore à l'état de fœtus. C'est un mot aujourd'hui qu'elle continue de garder comme un stigmate, et que sa maman continue de garder comme une blessure intime. En quoi la qualité de vie d'Éléonore est inférieure à celle de mon proctologue? Je crois que je serais incapable de répondre à cette question. Et vous évoquiez, monseigneur, le fait que cette pensée transhumaniste ou posthumaniste était déconnectée de la science réelle. C'est important parce que on considère que porter un jugement hâtif ou négatif sur les possibilités trans ou posthumanistes, c'est être contre la science, ou faire fi des progrès de la science, et ne pas être dans le mouvement des progrès portés par la science. Et vous dites non, c'est pas ça. En fait, c'est déconnecté de la science réelle. Oui. La science réelle avance à son pas, de façon très irrégulière. Il y a certaines découvertes qui auraient pu être faites des centaines d'années avant. Il suffit d'avoir les idées. Ce qui manque à la science, ce sont souvent des idées. C'est facile de répéter des choses. Alors, la science a des avancées, ici, à droite, à gauche. C'est pas de façon homogène. Elle va, apparemment, on sait pas très bien où on va. Et puis, finalement, on a des retombées techniques. Alors actuellement, si vous faites le panorama de ces nouvelles technologies, je ne parle pas des anciennes, qui sont les cellules souches, c'est déjà passé, la thérapie génique, c'est déjà passé, etc. On s'est rentré dans les mœurs. Bon, la biologie synthétique, on en parle beaucoup, on en a parlé tous ces jours-ci parce que on a réussi, cette équipe américaine, à reproduire une bactérie avec un matériel génétique augmenté de 2 bases. On a mis 2 bases supplémentaires de l'ADN, on ne sait pas très bien, la bactérie s'est reproduite, c'est formidable, on ne sait pas très bien ce que ça donnera plus tard, c'est intéressant. Craig Venter nous avait déjà donné, il y a 10 ans, un nouveau virus, il a créé un nouveau gérome. Bon, ça c'est la biologie synthétique. La biologie synthétique, vue par les biologistes, elle est plutôt une création des informaticiens, la biologie. L'idée de pouvoir faire mieux que les biologistes dans leur domaine en utilisant l'informatique d'une façon plus rationnelle. Bon. Alors, les biologistes ont tendance à la considérer un peu négativement parce qu'ils disent, mais où voulez-vous aller? À quoi ça va servir, hein? Et les biologistes synthétiques ont parfois bien du mal eux-mêmes à répondre. Alors on va faire des chaînons génétiques nouveaux, peut-être créer des protéines nouvelles. Peut-être qu'il y aura des retombées. Très bien, peut-être qu'on trouvera des produits. Mais voilà où en est la biologie synthétique. On est de toute façon tout à fait très loin du but, du rêve initial qui était de créer la vie. D'ailleurs, si un biologiste synthétique parle un peu trop, posez-lui une question. Donnez-moi une définition de la vie. Et il s'arrêtera tout de suite. Parce que justement, la grosse question, ces biologistes synthétiques qui étaient intéressés à la question, leur grosse question était de définir la vie, de pouvoir la créer ensuite. Pour pouvoir créer, il faut d'abord définir. Or, on est absolument incapable de donner une définition de la vie. Bien. On voit des épiphénomènes, le mouvement, les atomes de carbone, etc. Mais la vie elle-même reste non dit. Deuxième point, la nanotechnologie. La nanotechnologie, elle est partout. Elle fait beaucoup de choses, elle nous a donné de nouveaux traitements, effectivement, il y a des aspects intéressants pour la purification des eaux, pour transporter des molécules dans le corps, on pourra même plus tard l'utiliser au niveau diagnostic, on arrive à faire ces labs on chips.
petit laboratoire portable qu'on pourra utiliser dans les pays sous-développés. Donc il y a beaucoup de choses positives dans la nanotechnologie. Il y a quand même le problème un petit peu écologique. Ces molécules qu'on crée, si on les laisse se disséminer dans l'atmosphère, il y a un problème ouvert là. Mais voilà où elle s'arrête, la nanotechnologie. C'est un moyen, mais elle ne transporte aucun message derrière. Les biosciences. Alors là, c'est un domaine encore plus fumeux parce qu'on est tout à fait au début. On connaissait pas le cerveau, on connaissait simplement avant des projections anatomiques. Maintenant, on commence un peu mieux à le voir en fonction grâce à l'imagerie cérébrale. Mais dire qu'on l'on voit des zones s'allumer ou qui correspond à un débit de sang plus ou moins important, ça nous permet pas de dire j'ai compris la pensée ou j'ai compris la mémoire. On en est totalement loin. Alors là où il y a eu des indices, c'était au niveau de la pharmacologie. Avec le traitement pour l'Alzheimer, on a trouvé ces drogues comme la Ritaline qui augmentent un petit peu la capacité, mais on est vraiment tout à fait au tout début. En fait, on ne sait pas comment le cerveau marche et on doit l'apprendre davantage. Et voilà où on en est. Amélioration de l'espèce humaine, on en est bien loin. Et malheureusement, l'histoire l'a montré, quand on a eu des améliorations, elles ont d'abord bénéficié à très peu de gens, ceux qui pouvaient se les payer. Donc s'il y a possibilité un jour de trouver une pharmacologie qui augmente la mémoire par exemple, elle bénéficiera d'abord à quelques rois du pétrole. Donc le problème de ces nouvelles technologies est celui-là, est-ce que on est prêt à augmenter le gap, le vide qui nous sépare des pays en voie de développement? Toutes ces technologies, à leur enfance, sont développées dans nos pays riches, dans nos pays développés. Et alors, justement, cet espace intellectuel qui nous sépare, eux, ils utilisent, mais effectivement, ils n'ont pas les moyens techniques de développer. Est-ce qu'on accepte cela? Un monde inégal, un monde qui ira toujours plus en se développant? Car après tout, cette fameuse discrimination qu'on fait vis-à-vis des trisomiques, on le fait pareil par rapport aux pays qui sont moins développés. On se comporte de la même façon en se justifiant. Nous achetons leurs bananes au prix que nous voulons et nous trouvons que c'est très bien. Derrière, la grosse question, et je m'arrête là-dessus, est quelle est notre image de l'homme? Qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous le réduisons à un simple aspect informatique ou de capacité de mémoire? Ou est-ce que nous réalisons de nouveau ce que la philosophie depuis toujours nous a dit, l'homme dépasse infiniment l'homme, il est d'abord un être en relation, un être capable d'aimer, un être capable de parler, et ça dépasse de beaucoup la simple capacité de mémorisation. L'exemple des trisomiques nous le montre. La richesse de l'homme, c'est que même avec des possibilités intellectuelles plus ou moins, il est capable d'aimer, il est capable d'entrer en relation. Pour nous donner de Laurence, vous voulez rajouter quelque chose? Ah non, je crois que je n'ai rien à dire. Elle a rajouté, tout est dit. Mais cette vision anthropologique, justement, c'est elle qui fait défaut, parce que on est très frappé aussi d'entendre dans le même temps que il n'y a pas de différence de nature entre l'espèce humaine et les autres espèces animales. Alors une fois qu'on a dit ça, eh bien on a effectivement cette immense chaîne du vivant qui part de la limace et qui arrive au prix Nobel, mais au fond le passage entre les mammifères et puis les grands singes et nous, tout ça est assez indifférencié et il n'y a pas de différence de nature, il y a peut-être une différence de degré dans la complexité et les performances intellectuelles, mais au fond c'est bien cette mise en échec de la nature humaine et de la loi naturelle qui est en cause. À partir du moment où on a dit qu'il n'y a plus d'espèces humaines, bah alors pourquoi pas en faire plus et mieux, avec une machinerie à améliorer, une tuyauterie à améliorer au fond. C'est malheureusement le prix que l'on paye de l'utilitarisme, d'une vision réduite de l'homme. Hier encore, je discutais sur notre propre bioéthique, qui est mon domaine. Et vous savez que la bioéthique dite des principes, qui est la bioéthique que nous utilisons tous, elle repose sur 4 principes. L'autonomie, la bénéficence, la non-malfaisance et la justice. Or, quand on examine ces principes, on voit que c'est une vision extrêmement réductrice de l'homme. Et on veut tout de suite ajouter, ce qu'a fait l'UNESCO d'ailleurs, d'autres principes qui nous disent un peu plus que l'homme, comme la dignité, le respect de la vie, la compassion, la solidarité, la subsidiarité, qui manquent absolument. Pourquoi? Parce que cette bioéthique des principes est l'expression du utilitarisme, une vision extrêmement réduite, extrêmement pauvre de l'homme. Il y a un danger.
justement de partir avec... Et c'est là, au niveau de l'éducation, qu'il y a un devoir. Hein. L'éducation ne doit pas se réduire à une information qu'on passe sur les mathématiques ou autres, mais elle doit une ouverture à l'homme dans sa richesse. Alors qu'est-ce qu'il faut faire justement pour essayer d'apporter ce message, parce qu'on est frappé dans les rencontres qu'on peut faire avec des étudiants. Moi, ça m'est arrivé aussi de voir des étudiants de grandes écoles être extrêmement bien câblés et informés sur les compétences qu'on leur enseigne et les matières qui leur sont dispensées, et puis alors être très dépourvus sur le plan philosophique, ce qui fait que au fond ils ont cette conception matérialiste. Ils sont pas méchants, ils sont bien élevés, mais ils ont cette conception matérialiste qui fait que, au fond, si la société collectivement et démocratiquement considère que, au-delà d'un certain âge, frappé d'une certaine pathologie, la médecine n'a plus d'autre ressort que de provoquer une mort digne et compatissante. Quand on voit que ce raisonnement-là prend auprès de ceux qui seront les décideurs de demain, qu'est-ce qu'il faut leur apporter pour justement essayer d'équilibrer leur jugement? Parce que c'est très prégnant d'une génération jeune qui n'a pas eu des bases philosophiques minimum, au fond. Eh oui, nous sommes prisonniers un peu de ces progrès techniques, de cette vision. Alors, vous l'avez dit, cette fameuse réduction, cette idée qu'au fond il y a très peu de différence entre l'homme et l'animal, etc. Quand on connaît un peu l'Afrique, quand on a fréquenté un petit peu, souvent de nos pays riches, on a, non, on ne veut pas le dire, mais enfin, on a une vision un peu dépréciative. Or, que nous apprennent les Africains? Parler des Africains, c'est exagéré parce que l'Afrique est immense, avec des tas de populations, des tas de traditions. Mais la notion vraie de ce qu'est l'homme dans sa richesse intérieure, qui ne dépend pas du matériel, mais qui dépend de cette interrelation, de cette génération, le respect de l'ancien. Le respect de l'ancien comme bibliothèque vivante, comme mémoire du peuple. Et que la personne âgée, que nous rejetons, que nous estimons comme sans valeur, à éliminer ou à endormir, elle a une richesse d'expérience et de sagesse formidable, dont on doit bénéficier. Alors, au lieu d'enfermer nos personnes âgées dans des instituts pour les laisser mourir, il y a une réaction à faire de ce point de vue-là. Et justement, aller chercher du côté des personnes âgées cette sagesse, cette richesse qu'ils ont accumulée au niveau des années. Reconnaître dans la personne âgée sa grande valeur. Notre pape Jean-Paul II, je m'excuse de faire passer l'Église, mais l'Église parfois a quelque chose sensé à dire. Notre pape Jean-Paul II n'avait de cesse, dans tous ses innombrables voyages, quand il était en présence de personnes âgées, de leur dire et de leur répéter « Vous avez de la valeur. L'Église a besoin de vous. » Et la personne âgée doit prendre conscience aussi qu'elle peut continuer à transmettre. Alors, apprenons un peu des Africains avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'eux-mêmes se laissent pourrir par nos tendances négatives. Apprenons cette sagesse sur l'homme, sur une vision humaine de l'homme, sur la véritable richesse de l'homme qui ne se situe pas dans ce qu'on a, mais dans ce qu'on est. Et de la sagesse de ceux qui nous ont précédés. Apprenons justement de la philosophie. Ce grand mouvement qui a démarré avec les Grecs, c'était le mouvement de la sagesse fondamentale de l'homme, qui justement comprend que l'homme dépasse simplement le guerrier, l'hoplite valeureux, etc., mais va à cette grande question, et c'est la tradition qu'on a depuis Platon, Aristote. Retournons. Alors justement, je rappelle que nous sommes sur Radio Courtoisie, que nous sommes avec Monseigneur Jacques Ciodo, qui vient de prendre la parole, membre de l'Académie pontificale pour la vie, prêtre et médecin, et puis Bruno Deniel-Laurent, auteur et réalisateur pour son livre Éloge des phénomènes, trisomie, un eugénisme d'État. Vous évoquiez, Monseigneur, la grande philosophie grecque réaliste, au fond, à laquelle nous devrions nous revenir. Et est-ce que c'est vrai qu'une grande partie de nos dérives sur le plan anthropologique ne viennent pas de cet abandon de la philosophie réaliste au
au bénéfice d'une philosophie nominaliste, au fond, voilà, qui a donné naissance après ça à tous les relativismes et à l'utilitarisme. Est-ce qu'il faudrait pas revenir à une philosophie réaliste qui a été abandonnée dans l'enseignement en particulier? Philosophe Gadamer, lorsqu'il a eu 100 ans, maintenant il est mort, mais qui était lui aussi une bibliothèque vivante, nous disait: la philosophie a déserté la scène politique. Elle a déserté, elle s'est réfugiée dans ses tours d'ivoire. Alors les philosophes aujourd'hui conversent entre eux et ils ne cherchent plus à donner. On pose peu de questions aux philosophes et ils répondent encore moins. Alors, vous me direz, mais la philosophie, c'est pour une élite, etc. Attention. Les idées ont une extrême importance pour le social, pour la vie commune. Freud, après tout, qu'est-ce qu'il était? Il soignait quelques personnes à Vienne dans son cabinet. Or, il a eu une influence énorme. Elle se passe, cette influence de la philosophie, au travers de tas de relais. Et elle arrive. Sartre a une importance énorme. Alors, ce qui l'importe, c'est qu'on retourne au niveau de notre système éducatif un peu, qu'il y ait un enseignement de la philosophie adapté pour permettre aux jeunes de comprendre qu'il y a plus dans l'homme que simplement de l'informatique, une mémoire. Quand vous revoyez les débuts de la philosophie, et ça c'est la gloire de la Grèce, attention, la philosophie est arrivée sur le tard, comme la chouette de Minerve, nous disait Hegel, sur le tard, quand la lumière baisse. Il y avait eu toutes les guerres, la guerre du Péloponnèse qui a entraîné le suicide de la Grèce, un peu comme nous avons fait notre suicide nous-mêmes à la Seconde Guerre mondiale. Et le philosophe est arrivé en disant: pourquoi tout ça? Regardez ces sophistes, qui ont sur le devant, qui nous disent n'importe quoi. Parce que on a évité de penser, parce que on a réduit les questions à une simple question économique, de richesse, de commerce, une question simplement militaire de battre Sparte Athènes. Revenons. Et là, elle s'est développée, cette philosophie, pour un besoin, devant une constatation d'échec de l'homme. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, s'il y avait une chose à faire, et les pères de l'Europe avaient ce sens, c'était de retourner aux vraies valeurs européennes, aux valeurs de penser à l'homme européen. Et malheureusement, nous sommes un peu réduits à une Europe vue sous l'aspect, je ne rentre pas dans les élections européennes, mais sous l'aspect économique, homo economicus. Attention. Il y a tout ce grand bagage de la philosophie, qui ne comprend pas que Platon, Aristote, tout ça. Et nous devons à nouveau y aller, et nous-mêmes l'enrichir. Et alors là, les choses, effectivement, prendront peut-être un aspect moins tragique. Peut-être qu'on sera un peu moins fixé sur la crise. Après tout, nous ne sommes pas malheureux en pleine crise. Nous sommes certainement beaucoup plus heureux économiquement que des gens qui sont à Bukavu, par exemple. Bruno Deniel-Laurent, vous appelez de vos vœux aussi une réflexion anthropologique qui manque peut-être et qui aboutit à cette exclusion dont vous êtes le témoin. Oui, moi je tente de la faire à mon petit niveau. Je ne suis pas scientifique, je ne suis pas philosophe. Tout à l'heure vous disiez que je n'étais pas non plus père ou frère d'un trisomique, je ne suis pas militant associatif. Non, moi j'essaie de le faire, donc là je l'ai fait par l'écrit, je vais essayer de le faire désormais par le cinéma, puisque là mon prochain film va se pencher sur les résidents trisomiques de l'île au Bon-Secours. Ce qui m'importe, c'est de montrer pendant 1h30 dans un long métrage cinématographique comment vivent six jeunes adultes porteurs d'un 47e chromosome. L'avantage du cinéma, c'est qu'on peut prendre un spectateur, si je puis dire, et pendant 1h30 dans une salle noire, il n'a d'autre choix quasiment que d'être confronté à cette altérité radicale que va lui proposer en fait que proposeront les personnages. Il y a une distance qui existe par le cinéma. Parallèlement à cette distance du cinéma, je vais tenter d'être le plus proche possible de ces adultes trisomiques. J'ai tenté de montrer ce qu'ils peuvent apporter. Je vais tenter de montrer qu'ils ont des défis à accomplir, qu'ils les accomplissent
avec beaucoup de dignité, beaucoup d'humilité parfois. Et voilà, moi je vais essayer d'utiliser en tout cas ces petites passions cinématographiques pour pouvoir effectivement tenter de mettre quelques parcelles d'âme dans ce monde. Alors c'est important de réfléchir aux outils de communication par lesquels on peut justement vectoriser une pensée peut-être défaillante ou absente. Là, vous évoquez deux formes de communication, l'écrit, puisque vous êtes écrivain aussi, et puis l'image. On se demande souvent comment faire, parce que on nous dit oui, mais alors, on a beau être philosophe, écrire des bouquins, mais c'est pas lu, et puis les médias les reprennent pas, et puis aujourd'hui les gens ne lisent plus, et ils sont sensibles qu'aux clips. Et c'est vrai qu'il y a une vraie question, et on se dit mais quels sont les outils, les instruments les plus adaptés pour notre société qui n'a plus exactement les mêmes référents que ceux de nos parents. Et comment vous réagissez, Monseigneur, par rapport à ça, dans la mesure où on a quelquefois le sentiment, alors peut-être vous avec votre regard plus de senior, vous voyez les différences de générations qui se suivent. On a le sentiment parfois d'avoir des générations dont le logiciel n'est pas le même de compréhension. Et en fait, il faudrait presque changer le logiciel pour qu'il soit apte à recevoir ce qu'on a envie de dire. Est-ce que vous n'avez pas ce sentiment quelquefois ? Oui, on a ce sentiment. Par exemple, pour les questions de fin de vie, etc., on s'est dit, mais comment faire passer le message ? Et c'est vrai qu'il faut y avoir un peu d'imagination, voir un petit peu comment fonctionne notre société d'aujourd'hui et passer par ces moyens. La philosophie, vous la ferez plus passer probablement en faisant des éditions rares d'Aristote. Par contre, les mêmes idées, vous pouvez les faire passer au travers d'images, au travers de clips, et les gens vont les regarder. Si ces images les saisissent, ils seront sensibles. Et petit à petit, donc, vous pouvez ainsi changer l'opinion générale. Alors, cela ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'écrire, etc. Non. Mais il faut voir toute la chaîne. Et savoir être efficace. Notre pape François, après tout, avec ses blogs, et lui aussi, s'est mis à utiliser les moyens modernes. Et donc, il faut être communicatif, passer dans la communication. Alors, vous parliez de génération. Bon, si on peut importer un regard sur les générations, effectivement, on est surpris. La génération où il a grandi était très impliquée sur le plan politique, des crises sociales, etc. On avait des opinions, on se bagarrait, mais il y avait un sens, Aujourd'hui, ça semble curieux. Les jeunes ne sont plus intéressés. Oui, alors ils vont se réfugier. Internet, il y a une espèce d'isolation. Avant, effectivement, on faisait des journées ensemble, on partait. Aujourd'hui, on va aller naviguer sur le web. C'est pas une critique, c'est l'homme d'aujourd'hui. Il faut le prendre tel qu'il est. Mais je crois qu'il y a il y a quand même un certain appauvrissement à ce niveau-là. On a probablement davantage vécu à notre époque que les jeunes d'aujourd'hui le vivent. Alors c'est vrai que les moyens modernes sont parfois surprenants, parce que pour revenir à la question de la trisomie 21, il y a eu en circulation sur le net, et d'ailleurs avec la participation de la Fondation, des Amis d'Éléonore et d'autres encore, un clip assez amusant et assez bien fait que vous avez dû voir. Oui, Bruno, bien sûr, vous parlez de Chère Future Maman. Oui, Chère Future Maman. Ça, c'est stupéfiant, effectivement. Et qui a fait, on a passé 5 millions, je sais plus combien. Il y a eu là où on est à 5 200 000. Effectivement, c'est une vidéo qui a été vue et très 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 vite. En fait, en quelques jours, elle a été partagée. D'ailleurs, le 21 mars, lorsque nous étions au Conseil économique et social, l'entreprise YouTube a envoyé un email. Enfin, c'était un certificat expliquant que c'était la vidéo la plus partagée sur YouTube depuis l'année 2014. Et il est vrai que c'est un collectif de plusieurs associations européennes. C'est vraiment très beau de voir ces enfants trisomiques. Donc il y a je crois des Anglais, des Italiens, des Espagnols. Il y a trois Français, et notamment Robin qui est à l'îlot Bon Secours et qui sera un des personnages de mon film long métrage. Et il est vrai que là, par cette petite, par ce simple petit clip qui dure quelque chose comme 2 minutes, il y a énormément de gens qui ont été sensibilisés à cette question. Et c'est vrai que ça a été d'une efficacité absolument prodigieuse, et je pense que chaque 21 mars désormais devrait être au minimum l'occasion de créer quelque chose
d'important et qui ne reste pas une seule journée, mais qui a ensuite des effets. Faut dire aux auditeurs d'ailleurs, s'ils n'ont pas vu ce clip, ils peuvent toujours le voir sur Internet. C'est très intéressant parce que d'abord, ce sont des personnes trisomiques qui s'expriment, donc voilà. des jeunes qui s'expriment. C'était tourné à Milan, je crois, par l'agence Saatchi & Saatchi, qui est une prestigieuse agence italienne de communication. Et il faut aussi préciser qu'un certain nombre de chaînes de télévision ont accepté de diffuser gratuitement ce clip à des heures de grande écoute, et des chaînes comme TF1, Canal+, Direct 8, M6, Arte, etc. Ça représente des millions et des millions d'euros d'espace à grande écoute gratuit. Donc c'est bien la preuve, quand même, malgré tout, que là il s'est passé quelque chose. Et puis c'était un regard justement qui, pour la première fois, n'était pas un regard de culpabilisation misérabiliste à l'égard de la trisomie 21, parce que ce sont des enfants qui disaient, enfin des jeunes adultes qui disaient à leurs parents rétrospectivement, à leur mère rétrospectivement, ou à des futures mères potentielles, qu'au fond ils étaient heureux d'être là et qui remerciaient finalement leurs géniteurs et leurs génitrices d'être là, en disant mais oui, nous pouvons être heureux et puis nous pourrons. Il y avait des choses très touchantes et très concrètes. Mon appartement, je pourrais aider mon père à faire. Je pourrais travailler et avec mon argent, je pourrais t'inviter au restaurant. Je pourrais aider mon père à réparer son vélo. Je pourrais t'écrire une lettre d'amour parce que je saurais écrire. Donc c'est très concret et le message était très fort. C'était à la fois un regard rétrospectif de leur propre existence avec leur propre mère et puis un message en fait donné à des futures mères qui étaient et dit par des personnes concernées. Et en même temps, on tombait pas dans l'angélisme puisque à un moment donné, il y a un petit passage. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Ce sera peut-être même impossible. Donc c'était très juste, le message était très juste. Et je veux dire que moi j'ai été vraiment très heureusement surpris par le galopage de cette vidéo. Un autre exemple concret dans l'actualité aussi, c'est la fameuse, vous qui êtes un ancien Italien, monseigneur, c'est cette petite bonne sœur charmante, sœur Cristina là, qui a participé à une émission italienne, The Voice. Et vous avez vu ça, et qui a chanté. Vous non plus, Bruno, vous avez vu ça? Non, j'ai pas vu, non. Ah si, elle a été vue à 25 millions. Une émission italienne, The Voice, vous savez, c'est un jury qui juge des gens qui essaient de chanter comme des chanteurs. Et il y a une petite bonne sœur en tenue avec sa croix, sa coiffe, et qui chante de manière absolument géniale et très moderne, et qui a attiré tous les suffrages, qui a gagné. Et la vidéo a été vue à plus de 25 millions d'exemplaires. Et elle a voilà. Et elle, on lui dit, mais pourquoi vous êtes venu? Elle dit, le pape François dit qu'il faut être partout et il faut utiliser tous les moyens. Alors elle y est. Et puis le jury de cette émission, bon, c'est des gars avec des grands cheveux partout, enfin bon, qui sont pas tout à fait dans le même moule, quoi. Et ils étaient sous le charme de cette personne qui était dans le juste ton et qui jouait, mais en étant elle-même. C'était voilà, il y avait pas de message chrétien ou particulièrement humaniste ou moral, mais on se dit quand même. Espérons qu'elle va mieux finir que sœur Sourire. oui, la comparaison n'est pas. Non, mais je pense que c'est pas du tout le même. Oui, même bien profil. sûr. Ouais. Très bien. Voilà, nous sommes sur Radio Courtoisie, nous approchons à la fin de cette émission que nous avons partagée avec Bruno Daniel-Laurent qui a évoqué son livre Éloge des phénomènes. Vous pouvez trouver aux éditions Max Milo un petit bouquin sur l'eugénisme d'État. Hein. Le terme est fort, trisomie, un eugénisme d'État. Et il faut vous rendre hommage d'avoir avoir eu le courage, et ça, je sais que ça n'a pas été forcément facile, de faire valoir tout le poids de l'argumentaire nécessaire dans ce livre. Je tiens à remercier les éditions Max Milo qui ont eu bien sûr le courage eux aussi. Le courage minimum eux aussi de publier ce livre. Je veux aussi signifier que le même jour, donc le 21 mars 2014, est aussi sorti un autre livre chez Max Milo et qui est en fait le récit autobiographique d'Éléonore Laloux. Absolument. Le livre s'appelle Triso et alors. Il y a un autre livre qui est sorti le 21 mars qui s'appelle c'est Surdoué de la relation. Alors là, c'est un livre. Monsieur Perfumeau. C'est ça, par Julien Perfumeau. Voilà. Donc qui lui a été éducateur pendant un certain temps et qui a fait un livre absolument fantastique. Et puis il y a aussi le livre Supplément d'âme qui avait été fait par Emmanuel Laloux, l'association Dunop, et qui est désormais distribué par les éditions Max Milo également. Donc il est vrai que le 21 mars, il y a une petite activité éditoriale et de livres qui sont très 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 différents évidemment dans leur objet. Et Julien Perfumeau avait demandé de faire une préface pour son livre. Donc je n'ai pas la modestie de le cacher. Ah d'accord, très bien. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Monseigneur, où est-ce qu'on peut vous entendre, vous écouter ou vous lire? Vous intervenez quelque part bientôt?
Non. Vous me posez une question. Alors, oui, j'interviens, mais avec des différents groupements, constamment, mais au niveau de mon diocèse et tout. Voilà, parce que vous êtes rentré de Rome et vous êtes maintenant au diocèse de Grenoble. De Grenoble, mais ça ne nous empêche pas de faire des escapades parisiennes pour le plus grand bonheur de ceux qui viennent vous écouter ou vous consulter. Voilà, merci chers auditeurs, merci Jacques Ciodo, merci Bruno Daniel Laurent, et à très bientôt pour la poursuite de cette émission. À tout à l'heure.